tout le monde. Alors, j'espère que vous m'entendez bien et j'ai un petit souci, je vous prie de m'excuser. J'ai un petit souci, que j'essayais de résoudre parce que je ne vois pas, le chat. Du coup, comme tous les micros sont coupés et que c'est un petit peu, voilà, le seul, moyen de pouvoir, communiquer. Est-ce que vous pouvez juste indiquer à, à notre partenaire, donc Carole Duo, qui va animer sa webconférence avec moi, si, vous m'entendez bien et écrire dans le chat, «Bonjour», A priori, on a plein de bonjours là qui «Vous se venez», oui, voilà. oui, bonjour, tout est OK, je vous entends bien, je vous OK, entends, j'ai bon. le son, Bah, écoutez, je pense Carole que c'est vous qui êtes en animatrice et que bon, moi, je n'ai pas accès au chat. Donc c'est pas grave, on va s'adapter. En tout cas, bienvenue à tout le monde. Vous avez été nombreux à suivre, nos webconférences cette semaine, organisées, donc toute la semaine avec, l'ADI, heu, sur le thème de, la création d'entreprise. Et vous avez eu, différentes thématiques qu'on a pu, vous présenter. Peut-être, certains d'entre vous, plusieurs, plusieurs webconférences. En tout cas, là, nous sommes ici, aujourd'hui pour vous parler de santé, et de protection, donc en lien avec, la santé, protection des entrepreneurs en lien avec la santé et comment, bien, me protéger. Donc c'est important. Hem, donc pour, vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, c'est que, nous allons répondre à vos questions et vraiment essayer, d'y répondre de manière, voilà, le plus précis possible, dans le chat, pour pouvoir, donc essayer de répondre à un maximum de questions. J'espère qu'on pourra, répondre à un maximum de questions et puis, vraiment essayer de privilégier les questions, d'ordre, général. Heu, voilà et pas forcément, de rentrer trop on ne pourra pas vraiment répondre aux questions, très particulières donc voilà, privilégier, les questions plutôt, d'ordre général en lien avec, la thématique qu'on va aborder ensemble. Donc je me présente rapidement, donc moi c'est Vanessa Christienne, je suis, salariée au sein de l'association ADI, et je vais présenter avec, Carole Duo, notre partenaire chez Via Santé. Donc ce, webinaire, c'est plus, Carole qui est experte dans le domaine et qui va, du coup, vous parler, de tout ça. Et puis nous avons peut-être, une autre personne de chez Via Santé, hem, donc qui, pourra également répondre à vos questions, dans le chat. J'essaye moi de mon côté de résoudre, le problème pour pouvoir résoudre, voilà et vous répondre dans le chat. Pour l'instant, je ne vois pas du tout vos messages, donc je suis vraiment désolée. Donc on va, vous présenter, heu, le petit sommaire. Donc dans un premier temps, on va, se présenter, Carole et moi. Pourquoi, ce partenariat que nous avons fait ensemble? Vous, balayez donc les risques qui sont, liés, hein, à la santé, et puis, vous présentez rapidement, le système de soins et de remboursement, et l'importance d'avoir donc, une complémentaire santé et puis, ensuite on parlera de vos droits, avec un petit temps donc de questions-réponses, sachant qu'on essaiera également d'y répondre au fur et à mesure. Donc on va commencer et je laisse la parole à Carole. Nous avons donc, une petite heure ensemble. Carole, il faudrait que tu remettes ton micro. Merci. Je ne t'entends pas, Carole.
Nombre d'utilisateurs ayant changé de statut. Ah, nous avons perdu Carole. Bon, je suis désolée, on a des soucis techniques aujourd'hui pour... Vous m'entendez? Ah, Carole est de retour. Oui, on t'entend. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je vous entendais, j'ai vu que vous m'entendiez plus, donc je me suis déconnectée, reconnectée. Ça va Oui. mieux là? Tout le monde m'entend? Parfait, on t'entend Ok. bien. Alors, je vais reprendre. Donc, je disais, je suis Carole Duhaut, mutuelle de la Mutuelle Vie Santé. Je suis l'animatrice des conseillers qui accompagnent dans le domaine de la complémentaire santé et de la prévoyance les chefs d'entreprise, qu'ils aient un statut de travailleurs non salariés ou un statut de salarié de leur activité. L'objectif des conseillers, c'est de faire un diagnostic avec leur interlocuteur pour adapter leur couverture ou mettre en place des couvertures pour pallier différents événements, que ce soit sur la complémentaire santé, donc sur des restes à charge, sur des prestations qui parfois peuvent être importantes comme l'hospitalisation, ou des prestations de maintien de revenus ou de garantie d'essai en cas de disparition du chef d'entreprise en ce qui concerne sa famille. Donc la mutuelle Vie Santé, fait partie du groupe AG2R, la mondiale. Le groupe AG2R est constitué de plusieurs entités et Vie Santé est le pôle mutualiste du groupe AG2R La Mondiale, dédié particulièrement à la complémentaire santé et à la prévoyance. Donc, on est répartis sur l'ensemble du territoire. Il y a à peu près 43 agences. Il y a 150 conseillers qui sont à disposition, que ce soit sur le terrain. Donc, comme je disais tout à l'heure, les conseillers qu'on appelle, nous, TNS entreprises, les conseillers dans les agences et les conseillers en relation client, donc qui font de la réponse téléphonique. Via Santé, c'est également et de plus en plus un service, des services d'accompagnement. Il y a une plateforme qui s'appelle Je vis bien-être. L'objectif de cette plateforme, c'est d'accompagner nos adhérents sur tous les aspects prévention, par des ateliers, par exemple, sur des ateliers de gestion du stress, quand il y a des enfants qui passent des examens, gestion des stress pour le salarié. Il y a des ateliers sur la nutrition, sur le sommeil, sur l'alimentation. Enfin, il y a tout un panel. Le service prévention est un service important au niveau de Via Santé pour accompagner les adhérents. Donc, comme c'est indiqué, il y a à peu près 50 experts. Ce ne sont pas des collaborateurs de Via Santé, ce sont des intervenants extérieurs qui vont participer à des ateliers, Et donc, moi, je vous ai cité quelques thématiques, mais il y en a en tout à peu près 35. L'objectif également de Via Santé, c'est d'avoir une démarche solidaire. On a un fonds, on a un fonds d'action sociale sur, par exemple, des prestations qui peuvent laisser des restes à charge importants à nos adhérents.
On a également des partenariats, que ce soit sportifs ou associatifs. Par exemple, on a un partenariat avec l'Institut Curie. On a également un partenariat avec une association qui s'appelle Colosse au pied d'argile, qui s'occupe de comment dire, des violences vis-à-vis des enfants en milieu sportif. Et là également, on a à peu près une quarantaine d'actions solidaires sur l'ensemble du territoire. On peut peut-être passer à la slide suivante. Voilà, donc Via Santé, comme je le disais tout à l'heure, c'est un organisme mutualiste. Ce qui démarque Via Santé d'autres intervenants comme des compagnies que je citerai pas, mais qui sont plus du domaine de l'assurance. Ce qui différencie l'organisme mutualiste, c'est que le conseil d'administration est composé d'adhérents élus de la mutuelle. Donc, c'est ces administrateurs qui donnent la ligne politique de la mutuelle, qui vont entre autres statuer sur l'évolution tarifaire dans l'objectif d'équilibrer les prestations qu'on a pu verser. Via Santé est très attaché également à la satisfaction. On a des audits régulièrement tout au long de l'année auprès de nos adhérents pour recueillir le taux de satisfaction. À l'heure actuelle, on est un peu plus d'1 million de personnes protégées. On a fusionné en début d'année avec une mutuelle qui s'appelle la Mutuelle Bleue, qui est basée sur Paris. Donc aujourd'hui, on dépasse le million de personnes protégées et on est dans le top 10 des mutuelles françaises. La qualité du fonctionnement est certifiée par la norme ISO 9001. Donc, ça donne une assise sur les façons de faire de la mutuelle. Et on a un très fort maillage territorial sur l'ensemble du territoire. Hein. L'expertise de Via Santé a été reconnue par le label Excellence des dossiers de l'épargne sur 2 contrats qui sont Protecvia et Flexeo. Protecvia, ce sont des garanties individuelles et Flexeo, c'est le contrat qu'on propose dans les entreprises pour couvrir les salariés. Je pense, Vanessa, on peut passer au suivant. Voilà. Merci Carole. Donc là, je vais vous présenter l'association ADI. Donc pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc c'est l'association pour le droit à l'initiative économique. On existe depuis 35 ans et l'association a été créée par Maria Novak, une économiste qui s'est inspirée du système de microcrédit en fait créé par Mohamed Younous. Donc l'ADI, c'est l'idée que chacun peut entreprendre, même sans capital, même sans diplôme, et s'il a accès à un financement et à un accompagnement personnalisé. Donc, on est présent un petit peu partout en France, en Outre-mer. On a des agences, on a des permanences, on a des bénévoles et on a des salariés. Et notre cœur de mission, donc, c'est de conseiller et de financer tous ceux qui souhaitent entreprendre. On peut aussi financer personnes qui sont déjà lancées dans l'entrepreneuriat et qui souhaitent développer leur activité. On fait donc de l'accompagnement gratuit aussi pour les personnes que l'on finance et on a un rôle de plaidoyer auprès des pouvoirs publics pour justement défendre les entrepreneurs auprès des pouvoirs publics et leurs droits en fait. Et donc pourquoi ce partenariat avec Via Santé? C'est justement dans notre cœur de mission d'accompagner nos clients, de pouvoir vraiment proposer un accompagnement et aller plus loin dans la prévention des risques pour justement les personnes qui ne sont pas couvertes
qui ont des besoins de couverture comme tout le monde. Donc, on le sait que l'activité d'un entrepreneur peut être fortement impactée si la santé ne suit pas. Donc, ça peut avoir un impact sur l'entreprise, sur les revenus, sur le foyer. Et c'est pour ça aujourd'hui que l'ADI est en partenariat avec Via Santé donc depuis 2021 et que nous avons donc développé une offre spéciale de complémentaire santé vraiment adaptée aux besoins des entrepreneurs non couverts pour nos clients. Donc là, vous avez un petit QR code qui renvoie aussi sur notre site internet pour pouvoir tester notre outil qui s'appelle Je sécurise mon activité. Et là, vous aurez vraiment, on va dire, la protection globale, générale et les conseils en fait pour pouvoir protéger votre santé et aussi d'un point de vue professionnel, votre activité. Désolée parce que le problème de chat n'est toujours pas résolu. Donc je ne peux toujours pas voir vos questions, mais j'essaye de le résoudre. Du coup, Carole, est-ce que toi, tu vois les questions? Pour l'instant, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit? Non, il n'y a pas de questions. OK. S'il y a des questions, aurons-nous le PowerPoint par mail? Oui, il y a des Alors non, questions oui, sur le mais PowerPoint. par contre, la webconférence est enregistrée et vous pourrez la visionner sur notre chaîne YouTube. Mais on ne peut pas envoyer, en fait, comme vous êtes très nombreux, on ne peut pas envoyer le PowerPoint à la suite. Il y a des questions sur la durée de la conférence. Donc c'est 1 heure. Voilà, je crois qu'on a. Parfait, Voilà. merci A Carole. priori, il y a une personne qui est sourde et qui demandait. Alors attends que je revienne. Merci de faire le nécessaire pour elle. A Alors, priori, pour avoir un sous-titre ou. alors ça, je sais pas trop comment je peux faire. Je vais essayer de regarder. OK. Alors on va continuer s'il y a pas d'autres questions et j'essaie de regarder pour la personne. Alors, les risques liés à la santé pour un entrepreneur. La personne la plus importante dans une entreprise, c'est le chef d'entreprise. Donc, il y a 2 volets, hein, comme je vous l'ai dit. Il y a tout ce qui concerne la maladie, l'hospitalisation et les accidents. Donc ça, l'objectif, c'est s'il y a un événement, de pouvoir, le régime obligatoire va intervenir, mais va laisser ce qu'on appelle un ticket modérateur à la charge du patient. Le ticket modérateur, c'est ce que ne couvre pas le régime obligatoire. Que le régime obligatoire, que ce soit pour un salarié ou pour un travailleur non salarié, ce qu'on appelle un TNS, hein, il y a maintenant de plus en plus de tickets modérateurs à charge. L'État se désengageant de plus en plus. Je travaille depuis un certain temps dans la mutuelle. Le ticket modérateur, il y a une trentaine d'années, représentait entre 10 et 20% du reste à charge du salarié. Aujourd'hui, on est sur des restes à charge qui peuvent aller jusqu'à 40%. Donc, la complémentaire santé devient de plus en plus importante. Il y a aussi des prestations qui ne sont pas prises du tout en charge par la sécurité sociale. Par exemple, tout ce qui est les consultations d'ostéopathie, chiropractie, etc. Donc, le rôle de la complémentaire, c'est de limiter le reste à charge des patients. Néanmoins, elle n'a pas vocation à prendre l'intégralité de la dépense parce que il y a un coût derrière. Hein. Toute prestation qui est versée par la complémentaire doit être compensée par des cotisations.
Et il y a des arbitrages à réaliser. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le conseil d'administration qui va déterminer les arbitrages et de déterminer ce qui est prioritaire sur des choses qui le sont un petit peu moins. Par exemple, l'hospitalisation, c'est un poste important qui peut laisser, avec des dépassements d'honoraires, qui peut laisser des restes à charge conséquents. Donc l'objectif, ça va être limiter le ticket modérateur, le reste à charge du patient sur ces postes-là. On sait également que l'accident ou l'hospitalisation, l'incapacité de travail peut générer un arrêt de travail qui peut être plus ou moins long, voire déboucher sur une invalidité ou une perte d'autonomie, c'est-à-dire la personne n'est plus du tout en capacité de travailler. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'organisation du régime en France, quand on parle de la sécurité sociale, il y a plusieurs branches. Il y a la branche maladie, qui va couvrir le complément, tout ce qui concerne les soins, qui va couvrir les compléments de revenus. Il y a la branche vieillesse, tout ce qui concerne la retraite, la branche famille, etc. Donc, la complémentaire santé va intervenir essentiellement sur tout ce qui est complément des soins. C'est le contrat, qu'on nomme complémentaire santé. Et ensuite, il y a tout ce qui est complément de revenus lié à un arrêt de travail ou une invalidité, où là, on va être plus sur un contrat qu'on appelle prévoyance. Quand on fait un contrat de complémentaire santé, on ne couvre pas le maintien de revenus en cas d'arrêt de travail. On couvre que le complément des prestations liées à la santé, que sont des restes à charge d'hospitalisation, des restes à charge de consultation, des restes à charge en dentaire et en optique. Il faut bien avoir ça en tête. La complémentaire, quand on parle de complémentaire, on parle de complément sur des soins. Le complément de revenu, c'est de la prévoyance et c'est un deuxième contrat. Il n'est pas souscrit systématiquement avec la complémentaire santé. Beaucoup de gens pensent qu'en souscrivant une complémentaire santé, ils vont être également couverts sur un maintien de revenus en cas d'arrêt de travail. C'est pas le cas. C'est deux garanties différentes. Et Via Santé, par exemple, est en capacité de couvrir ces deux risques-là, mais ce sont deux risques différents et deux cotisations qui sont différentes. Voilà. Donc l'objectif, quand on couvre le chef d'entreprise, qu'il ait un statut de travailleur non salarié ou un statut de salarié cadre dans son entreprise, c'est d'assurer la pérennité de l'entreprise, et aussi de maintenir le niveau de vie de sa famille. Alors, quand on parle de complémentaire santé, là je vais être sur tout ce qui concerne le complément des soins. Il faut savoir que la sécurité sociale a listé l'intégralité des soins qui sont réalisés par les professionnels médicaux et va établir ce qu'on appelle une base de remboursement. Par exemple, je vais prendre le cas le plus simple. La consultation, on parle de la consultation du généraliste, elle est passée récemment. La base de remboursement est atteinte à 30 €. Donc, les pourcentages qui sont appliqués par la sécurité sociale et les mutuelles sont appliqués sur cette base de remboursement. La différence entre ce que vous avez payé et la base de remboursement, c'est ce qu'on appelle le dépassement d'honoraires. Et là, suivant les garanties, ce dépassement d'honoraires sera pris en charge ou pas. Je prends un exemple. Vous avez une garantie qui vous prend en charge à 100%. Elle ne vous prend pas en charge à 100% de ce que vous avez payé. Elle vous prend en charge à 100% de la base de remboursement de la Sécu. Dans le cas qui est présenté là, la base de remboursement, c'est 30 €. Si vous avez une mutuelle qui vous prend à 100%, vous serez remboursé 30 €. Par contre, si vous voulez qu'il y ait une prise en charge à 35, il faut que votre garantie aille au-delà des 100%. 110%, 120%, 130, etc. Si vous avez par exemple une garantie à 150%, ça veut dire que l'enveloppe consacrée au dépassement d'honoraires, c'est 50% de plus que votre base à 30, c'est-à-dire vous avez 15 € qui peut être affecté à ce dépassement d'honoraires. Donc, si vous avez un dépassement d'honoraires de 5 €, il rentre dans l'enveloppe des 15 et vous serez donc remboursé intégralement.
Il y a autre chose aussi qu'il faut avoir en compte, c'est qu'aujourd'hui, on parle de contrats solidaires et responsables. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le gouvernement, afin de, comment dire, de limiter la dégradation des comptes de la Sécu, a laissé donc à charge le ticket modérateur pour les patients, mais a créé également des participations forfaitaires. Ces participations forfaitaires, par exemple, si vous allez chez le médecin, vous avez 1 euro que ni la Sécu ni la mutuelle ne vont rembourser. 1 euro par boîte de médicaments depuis le 1er janvier. Et ça, les mutuelles n'ont pas le droit de le rembourser. C'est ce qu'on appelle la participation forfaitaire. Et ces participations forfaitaires sont déduites sur les remboursements suivants effectués par le régime obligatoire. Hein. Donc, quand, par exemple, vous avez une première consultation à 30 euros, Sécu et mutuelle, vous allez être remboursé, par exemple, 30 euros. Par contre, les 1 euro de la consultation au titre de la participation forfaitaire seront déduites sur votre prochain remboursement sécurité sociale. C'est pour ça que parfois, certains patients trouvent bizarre que ne pas avoir été remboursés intégralement, parce qu'en réalité, ont été déduites les participations forfaitaires des consultations précédentes ou des boîtes de médicaments qui ont été prises au titre de prescriptions précédentes. Est-ce que c'est assez clair pour vous? Je ne veux pas rentrer trop dans le détail. Oui, Carole, merci. J'étais en train d'essayer de voir je me suis déconnectée, reconnectée sur un autre lien que ma collègue m'a envoyé, mais je n'ai toujours pas le chat, donc je pense que c'est un problème qui me dépasse. En tout cas, Carole voit vos questions. Donc peut-être qu'on peut, voilà, de temps en temps faire des petites pauses pour essayer de voir si vous avez des questions et d'y répondre. Là, Voilà. par exemple, il y a une question. Est-ce que les personnes qui habitent dans les départements d'outre-mer, Via Santé propose en effet des garanties pour les départements d'outre-mer, pour les personnes qui habitent dans ces départements? Oui. Existe-t-il une mutuelle pro ou doit-on le mentionner? Ou j'ai pas eu le temps de le lire, pardon. Ah. C'est pas grave. Une mutuelle pro. Oui. Alors, si mon conjoint a une mutuelle et qui prend en charge la famille, oui, il faut prendre une complémentaire. Ah ben, si aujourd'hui, depuis 2016, c'est ce qu'on appelle l'ANI, tous les employeurs ont eu l'obligation de mettre en place des contrats dans les entreprises. L'employeur a une obligation donc de couvrir ses salariés par ce contrat de mutuelle. C'est ce qu'on appelle les contrats obligatoires. Il a la possibilité également, s'il le souhaite, de couvrir les conjoints de façon facultative, c'est-à-dire si le conjoint et les enfants le désirent, ou alors de façon obligatoire. Il peut très bien dire, moi, je vais donner une participation sur le contrat de la mutuelle de mon salarié et également sur les cotisations de ses ayants droit, conjoints et enfants. Et c'est l'employeur qui le décide en ce qui concerne les ayants droit. Pour le salarié, par contre, c'est pas lui qui le décide, c'est l'ADI de 2016 qui l'impose. Il est obligé de participer sur la cotisation de son salarié à minimum à hauteur de 50% et suivant certaines conventions collectives sur des taux de prise en charge qui peuvent être plus importantes. Je passe à la slide suivante. Est-ce que tout le monde voit les slides? Parce que j'ai l'impression, il y a quelqu'un qui met, ça serait vraiment bien d'avoir les slides. Vous voulez dire en visio pendant l'intervention ou après l'intervention? Après, d'accord. Ah d'accord, mais là vous Okay. voyez les slides, hein? A priori, oui. Oui, oui. D'accord, OK.
Donc, on disait la complémentaire santé, elle permet d'être remboursée en totalité ou en partie des dépenses qui ont été engagées. Hein. Alors, en partie, c'est quand il y a des dépassements d'honoraires, puisque suivant le niveau de garantie qui a été souscrit, si on est sur une prise en charge à 100%, les dépassements d'honoraires ne seront pas pris en charge, donc ça restera à la charge du patient. Donc le régime obligatoire, hein, c'est le régime qui va prendre en compte les remboursements de base, hein, les 70%. Il faut savoir que jusqu'à il y a quelques années, mais ça c'est l'histoire, hein, il y avait différentes caisses suivant les régimes. Par exemple, il y avait auparavant le RSI, pour ceux qui ont un peu plus d'ancienneté. Le RSI, c'était le régime des travailleurs non salariés. Ce régime RSI a été raccroché et géré maintenant par la sécurité sociale, et c'est ce qu'on appelle le SSI. Donc aujourd'hui, la sécurité sociale gère les régimes aussi bien des salariés que des travailleurs non salariés, ce qui n'était pas le cas dans le passé. Gère également le régime des étudiants. Dans le passé, il y avait également une caisse qui était dédiée particulièrement aux étudiants. Donc le reste à charge, hein, on l'a évoqué précédemment, c'est ce qui reste à la charge du patient après le remboursement de la sécurité sociale et la participation forfaitaire qui, elle, reste à la charge du patient. Hein. Donc, en gros, le patient va être amené à prendre en charge, s'il n'a pas de mutuelle, la participation forfaitaire, le ticket modérateur et les dépassements d'honoraires. Et suivant la garantie qu'il aura choisie, il pourra être remboursé intégralement ou pas des frais qu'il aura engagés. Voilà. Alors, quels sont les éléments qui vont déterminer la cotisation ? Eh bien déjà, il va y avoir de quel régime d'assurance maladie on dépend. Parce qu'il faut savoir que sur le territoire métropolitain, on a 2 régimes. On a le régime qu'on appelle général et il y a une petite exception pour le régime Alsace-Moselle. Mais là également, c'est historique. C'est-à-dire qu'ils dépendent d'un régime qui est plus favorable que le régime général. Ils ont conservé ce qui était auparavant, avant la guerre de 14, les remboursements qui étaient appliqués par le régime allemand, ils sont remboursés à 90%, alors que le régime général rembourse qu'à 70%. Donc, ça dépend de quel régime on dépend, régime général ou régime local. Ceux qui dépendent du régime local Alsace-Moselle ont des taux de cotisation moins importants puisque leur régime général les couvre à 90%. Ensuite, il y a l'âge, parce que on n'est pas plus malade quand on avance en âge, mais on a souvent des soins qui sont plus onéreux. J'ai souvent l'occasion de le dire, quand on change ses lunettes, quand on a des lunettes et qu'on a une vingtaine d'années, on va avoir ce qu'on appelle des verres unifocaux qui vont coûter 70 € pièce. Quand on a 40 ans et plus, on a des verres progressifs qui sont plus proches des 200 ou 300 € que des 70 €. Donc c'est pas qu'on est plus malade, mais c'est les soins qui sont plus onéreux. C'est valable également, par exemple, si vous faites des examens et que vous avez des soucis de santé, si vous avez une pathologie, par exemple, si vous avez un cancer à 25 ans ou si vous en avez un à 50, les examens auront le même prix. Donc, c'est pas l'âge qui va déterminer le coût des soins, mais c'est le fait que quand on avance en âge, on a souvent des soins plus onéreux parce que des pathologies qui sont plus lourdes. Il y a également la composition familiale. Ben oui, si on adhère tout seul sur une mutuelle ou si on adhère avec un conjoint et des enfants, la cotisation ne sera pas la même. Et il y a également la zone géographique de résidence. C'est-à-dire que si vous habitez
Paris, si vous habitez la Creuse, les cotisations ne seront pas les mêmes puisque le montant des dépassements d'honoraires, entre autres, ne sont pas du tout les mêmes à Paris ou dans la Creuse. Voilà. Donc, ce sont ces 4 éléments qui vont être pris en compte par les actuaires. Ce sont des personnes qui travaillent donc chez Via Santé, mais dans tous les organismes d'assurance, qui ont des schémas pour déterminer la cotisation en fonction de tous ces éléments. Hein. Donc voilà les éléments qui déterminent la cotisation de la mutuelle. Très bien, on continue. Voilà. Alors, on va parler de la complémentaire santé collective et ou individuelle. Non, je suis en conférence. Donc, excusez-moi. Alors, si vous êtes en entreprise individuelle, EIRL, SARL, vous pouvez bénéficier d'un contrat individuel, c'est-à-dire vous allez choisir votre garantie, et cette garantie, elle pourra vous permettre de déduire les cotisations de vos bénéfices. C'est ce qu'on appelle la loi Madelin. Si vous êtes en micro-entreprise, vous pouvez bénéficier également d'un contrat individuel, mais la forme juridique de votre entreprise ne vous permet pas de bénéficier de la loi Madelin. Et cette loi, comme vous ne pouvez pas bénéficier de cette loi Madelin, vous ne pouvez pas bénéficier de la déduction des cotisations. Si vous êtes par contre président ou cadre de votre entreprise, vous avez la possibilité de souscrire un contrat collectif qui peut être défini par votre convention collective, mais c'est pas systématique. Hein. Il y a des conventions collectives qui ne régissent pas le niveau de prestation, le niveau de cotisation ni la participation de l'employeur. Et il y a des conventions collectives qui régissent tout ça, qui disent le niveau de prestation sera à tel niveau, la cotisation sera de tel montant et la participation de l'employeur sera de tel montant. Et donc, quelque part, l'employeur, s'il est rattaché à une convention collective, il n'a pas une grosse marge de manœuvre parce qu'il ne pourra pas aller en deçà de ce que prévoit sa convention collective en ce qui concerne sa complémentaire santé. Il pourra toujours faire mieux, c'est-à-dire mettre des prestations supérieures, mettre une participation d'employeur mieux que ce que prévoit la convention collective, mais il ne pourra pas aller en dessous du seuil qui a été défini par sa convention collective. Alors, donc on a vu tout à l'heure, on a parlé de la complémentaire santé, mais la prévoyance, c'est tout ce qui concerne le maintien de revenus, sous forme de versement d'un capital en cas de décès, sous forme d'indemnité journalière ou d'invalidité. Alors, le régime obligatoire, en général, verse au maximum 50% des revenus. Alors là, c'est vraiment en général, parce que suivant la caisse à laquelle est rattaché le travailleur indépendant, ça peut varier un petit peu d'une caisse à une autre. Hein. Mais en gros, si on prend la généralité, c'est 50% du revenu moyen des 3 dernières années. Hein, on sait qu'une activité de TNS, elle n'est pas linéaire, hein, elle peut être en dents de scie. Donc, comme il est indiqué, la prévoyance, c'est tout ce qui est lié à l'arrêt de travail, que ce soit temporaire, c'est ce qu'on appelle les indemnités journalières, ou définitif, c'est l'invalidité. Les indemnités journalières, le régime obligatoire, la prestation est prévue pour une durée maximum de 3 ans. Quand on est arrêté plus de 3 ans, en général, le médecin conseil du régime obligatoire va statuer sur l'état de santé, savoir si la personne est en capacité de reprendre son activité ou pas. Si la personne peut reprendre son activité, les indemnités journalières cessent, elle retravaille. Si elle ne peut pas, la personne est mise en invalidité et le médecin conseil va déterminer un taux d'invalidité. Cette invalidité va être versée jusqu'au moment du départ à la retraite et cesse au moment du départ à la retraite, puisque que ce soit l'indemnité journalière ou l'invalidité, l'objectif, c'est de compenser les revenus liés au fait que la personne n'est pas en capacité d'exercer son activité professionnelle. Au moment du départ à la retraite,
L'indemnité journalière, si c'est quelqu'un qui avait par exemple 59 ans, elle perçoit son indemnité journalière pendant une année. Enfin, je suis sur la base d'un départ à la retraite à 60 ans, mais imaginons c'est un départ à la retraite à 60. Ça cessera à 60 ans puisqu'elle va passer en retraite. Et là, elle n'est plus en position d'exercer son activité professionnelle. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de maintenir le niveau de vie de la famille. Et on a également des garanties qui se développent de plus en plus. C'est les garanties qu'on appelle frais généraux. C'est-à-dire que indemnité journalière, invalidité et capitaux décès, quand le chef de famille a un souci, ne peut plus exercer son activité, permet de garantir le revenu de la famille. Mais qu'en est-il des revenus de l'entreprise? Je prends un exemple. Une coiffeuse qui est toute seule, elle est en arrêt de travail, elle a pris un contrat d'indemnité journalière, elle perçoit son indemnité, son revenu est maintenu, etc. Mais quid des charges de son activité? Quid du loyer de son local, des factures des fournisseurs, des factures d'électricité, de ses charges. Donc tout ça, le TNS peut le garantir par un contrat qui s'appelle frais généraux. Donc les frais généraux ont pour objectif de garantir des revenus pour assumer les charges de l'entreprise, au même titre que les indemnités journalières et l'invalidité garantissent des revenus de la famille. Est-ce qu'on cotise pour la retraite quand on est en invalidité? Eh ben non. Eh ben non. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Quand vous êtes en invalidité, les cotisations en retraite, elles passent par votre fiche de paye. Quand vous êtes en invalidité, alors, je parle pour un salarié, pour un TNS, ça passe, c'est d'après les revenus d'activité. Quand vous êtes en invalidité, il n'y a pas de revenus d'activité. Donc, non, vous ne cotisez pas pour la retraite. Un questionnaire santé est-il obligatoire en cas de prévoyance? Alors, le questionnaire de santé, il n'est pas. Alors, c'est pas une obligation légale, mais comme il y a un risque, en général, les organismes, le propre de l'assurance, c'est qu'on veut connaître le risque qu'on veut assurer. Donc, les organismes vont demander pas forcément un questionnaire complet, mais au moins de remplir ce qu'on appelle une déclaration de bonne santé. Je déclare au moment où je souscris le contrat que je suis en bonne santé. Et il y a 4 questions pour déterminer si la personne est en bonne santé. Si sur ces questions, elle ne peut pas répondre non, là, il y aura un questionnaire un peu plus compliqué, un peu plus complet. Ça ne veut pas dire que la personne ne sera pas prise en charge, mais ça veut dire que le médecin veut connaître quel est l'état de santé parce que ça peut impacter la cotisation avec ce qu'on appelle une surcotisation ou éventuellement une comment dire une je ne trouve plus mes mots une exclusion sur une pathologie particulière. Alors les 4 questions, c'est pas des questions particulières, c'est chaque organisme qui détermine quelles vont être les questions de la déclaration de bonne santé. Si la personne a un cancer, le montant est plus cher. En effet, puisque là il y a un risque. Donc l'organisme va dire, moi je veux bien vous assurer, mais je considère qu'il y a un risque plus important que quelqu'un qui n'aurait pas cette pathologie. Donc oui, vous allez payer un peu plus cher, en effet. Alors je ne peux pas répondre à toutes les questions parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Je vois que ça avance aussi. Vanessa, on va peut-être passer au slide suivant. Alors, il y a une chose aussi, c'est la complémentaire santé solidaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des situations où les personnes ne peuvent pas financer une complémentaire santé. Donc, le gouvernement a prévu il y a quelques temps, parce qu'aujourd'hui ça s'appelle complémentaire santé solidaire, mais auparavant ça s'appelait la CMU, comme indiqué là. L'objectif étant de permettre à des personnes de pouvoir se couvrir et de pouvoir se soigner surtout. Parce que la pire des choses, c'est de reporter des traitements ou des soins
parce qu'on n'a pas les moyens de financer les traitements ou les soins. Donc, c'est l'objectif de la complémentaire santé solidaire. Donc, ça permet donc aux personnes avec des revenus modestes de pouvoir avoir quand même une complémentaire santé, et ça permet aussi de ne pas avoir à faire l'avance de frais, mais toujours dans la limite du tarif de convention de la sécurité sociale. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Tous les actes médicaux sont listés par la sécurité sociale avec une base de remboursement. La complémentaire santé solidaire, elle rembourse dans la limite de ce taux, ce qu'on appelle le 100%. S'il y a des dépassements d'honoraires, ils ne seront pas pris en charge par la complémentaire santé solidaire, et elle est accordée pour une durée de 1 an, et elle peut être renouvelée en fonction de la situation de la personne ou de la famille, hein. Oui. Oui, Vanessa, pardon. Non, Non, je vois que la question, la CSS est possible pour les auto-entrepreneurs. Oui, c'est pas le statut juridique qui va déterminer si on a le droit à la complémentaire santé. C'est la situation familiale et les revenus de la personne. Voilà, en fait, je voulais juste, spécifier que vous pouvez, aller voir, et il y a un simulateur, d'éligibilité, à la complémentaire santé solidaire. On vous a mis le lien, sur, le site, Amélie ou mesdroitssociaux.gouv.fr. Là, vous pouvez effectivement, en fonction, de votre situation, vérifier, si, vous êtes éligible ou pas à la complémentaire santé solidaire, mais ça va dépendre effectivement, de votre situation. Et normalement, pour les bénéficiaires, du RSA, c'est, automatiquement, proposé. Et après, en fonction des revenus que vous avez, il y aura, soit elle sera gratuite, soit vous aurez, une petite participation, en plus. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur cette partie? Ou je passe à la slide suivante? Là, on essaye vraiment de vous apporter un maximum d'éléments, sur, justement, ce, à quoi vous avez droit. Parce que c'est vrai que, par exemple, sur la complémentaire santé solidaire, on n'est pas forcément au courant, qu'on peut avoir, cette possibilité-là. Et du coup, s'il n'y a pas de questions, S'il y en a une là qui est assez intéressante. Je suis en double activité, salarié et auto-entrepreneur. J'ai une mutuelle pour mon activité entrepreneur. Je suis obligée de prendre une mutuelle pro. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'on a vu tout à l'heure que la mutuelle pour les auto-entrepreneurs ne bénéficie pas de déduction Madelin. On peut pas, ça rentre pas dans une charge pour le TNS. Par contre, on sait que le salarié, s'il adhère, il doit adhérer au contrat de son employeur. C'est ce qu'on appelle un contrat obligatoire, que ce soit. Donc normalement, il est obligé d'adhérer à la mutuelle de son employeur. Et on a vu également que l'employeur était obligé d'en prendre la moitié à sa charge. Donc, quelque part, est-ce qu'il n'est pas plus intéressant? Après, il faut voir le niveau de garantie par rapport aux besoins de chacun. Il ne faut pas présager, c'est pas une règle, hein. Mais si le niveau de garantie est d'un niveau correct, c'est peut-être plus intéressant de prendre le contrat de l'employeur avec 50% prise en charge par l'employeur, plutôt que de prendre une garantie auto-entrepreneur que je vais financer intégralement. Mais à voir au cas par cas, hein. Parce que si le chef d'entreprise a mis une garantie vraiment minimum, la personne qui a la double activité et est auto-entrepreneur et a des besoins particuliers, par exemple en optique, en dentaire, la garantie chez son employeur ne sera peut-être pas suffisante. Et là, en effet, elle prendra peut-être une garantie individuelle qui correspondra peut-être un peu plus à ses besoins. Mais normalement, la personne qui est auto-entrepreneur là avec l'activité salariée, normalement, elle a l'obligation d'adhérer au contrat de l'employeur.
Alors là, je vais pas faire tout. Il y a beaucoup de questions, mais si on commence à rentrer sur les questions Trop de chacun, je spécifique. pense qu'on Ouais. va pas, on va largement dépasser 1 heure. De toute façon, ce qu'on va essayer de faire, c'est terminer. Il reste plus beaucoup de Oui. slides et s'il nous reste un petit peu de temps, Mm. effectivement, on reviendra sur les questions. Oui. Donc, je passe à la slide suivante. Alors, le 100% santé, il a été instauré au 1er janvier 2021. L'objectif, là également, du gouvernement, c'était de permettre à toute personne de pouvoir faire les soins dont il avait besoin. Donc, le 100% santé est prévu dans les garanties afin qu'il y ait le moins de reste à charge possible, voire qu'il n'y en ait pas du tout sur les prestations en audiologie, hein, c'est tout ce qui est audioprothèse, en optique et en dentaire. Donc, toutes les garanties doivent prévoir des prestations sur le 100% santé. Et le 100% santé, c'est une comment dire, c'est une convention qui est passée également avec les professionnels de santé, qui doivent proposer des gammes où il n'y aura pas de reste à charge pour le patient. Donc, en optique, en dentaire et en audioprothèse. Hein. L'objectif, c'est de permettre vraiment aux gens de ne pas se retrouver sans équipement optique parce qu'ils ne pourraient pas le financer, par exemple, ou sans équipement en audioprothèse, puisqu'on sait que ça coûte très très cher, d'avoir des gens qui ne sont pas appareillés, qui entendent mal, qui vont se couper de tout lien social, alors qu'avec le 100% santé, ils vont pouvoir avoir un équipement sans avoir de reste à charge. C'est comment dire, c'est le régime obligatoire et la mutuelle qui le financent. Le 100% santé n'est pas pris en charge intégralement par le régime obligatoire. Hein. Il est toujours pris en charge à 70% et c'est toujours la mutuelle qui fait le complément. Sauf que le professionnel de santé a des tarifs qui sont plafonnés de telle sorte qu'il n'y ait pas de reste à charge pour le patient. Hein. C'est pas des soins qui seront gratuits. Hein. Le financement est assumé par la collectivité via la sécurité sociale et par et par la personne qui a qui a la complémentaire santé. Si vous n'avez pas de complémentaire santé, vous ne bénéficiez pas du 100% santé. Pour en bénéficier, il faut avoir une complémentaire santé. Hein. OK. Et puis peut-être le préciser lorsqu'on va chez un Oui, voilà, chez un alors. professionnel, parce qu'ils ne le proposent pas non plus J'allais le dire. Vanessa a raison. Hein. Pour en avoir fait l'expérience, alors dans le meilleur des cas, c'est abordé une fois que vous avez réalisé votre achat. Ah bah au fait, j'aurais dû vous proposer l'équipement optique ou audioprothèse du 100% santé, mais vous savez, c'est pas forcément. Enfin, on trouve plein d'arguments hein, pour vous convaincre que ce que vous avez, le choix que vous avez fait différent, qui est beaucoup plus onéreux avec un reste à charge pour vous, était ce qu'il y avait de mieux pour vous. Néanmoins, il vaut mieux avoir un équipement d'audioprothèse qui n'est peut-être pas de la dernière génération, mais au moins en avoir un où vous n'avez pas de reste à charge plutôt que pas d'équipement optique du tout. Et dans le pire des cas, parfois, on vous le présente, mais alors vraiment très très rapidement, je peux vous proposer le 100% santé, mais je vais quand même vous proposer quelque chose d'autre qui correspondra mieux à ce que vous avez besoin. Le souci, c'est que des fois, il faut faire coïncider le besoin avec la capacité financière de la personne qu'on a en face. Et les professionnels de santé, alors pas la majorité, hein, mais certains ne jouent pas le jeu. OK. Alors, la résiliation infra-annuelle. Je continue, Vanessa, ou Oui, ou je oui? peux Non, continuer, non, mais ça me gêne pas. non, Alors, la résiliation infra-annuelle, ça a été instauré en 2020 parce que jusqu'à cette époque-là, on était obligé d'attendre la fin de l'année pour pouvoir radier son contrat. Donc, pour apporter une certaine fluidité, parce que bon, on y pense tout au long de l'année et puis en fin d'année, des fois, on a d'autres priorités. Et on se dit zut, cette année encore, j'ai encore loupé ma résiliation, je suis repartie pour une année supplémentaire. Il a été instauré ce qu'on appelle la résiliation infra-annuelle. Donc,
À partir du moment où on a 1 an d'ancienneté sur la garantie en complémentaire santé, on a la possibilité de se radier à n'importe quel moment pour rejoindre un autre organisme. Hein. Il faut respecter un délai de préavis de 30 jours. Et souvent, l'organisme que vous avez décidé de rejoindre se charge de ces modalités de résiliation infra-annuelle afin de vous faciliter le changement d'organisme. Par contre, hein, s'il faut bien se rappeler, il faut avoir 12 mois d'ancienneté dans sa garantie pour pouvoir en changer. La loi Madelin, on en a parlé tout à l'heure, hein, elle permet aux travailleurs non salariés, artisans, commerçants, professions libérales, de pouvoir faire prendre en charge par leur activité la couverture protection sociale, complémentaire santé et prévoyance. Hein, à condition notamment que la complémentaire santé soit un contrat responsable. On a vu que la loi Madelin, par contre, ne s'appliquait pas aux auto-entrepreneurs et elle ne s'applique pas également à tout le secteur agricole. Hein. Il y a une loi Madelin pour le secteur agricole, mais qui ne concerne que le volet de la retraite. Pour la complémentaire santé et la prévoyance, tous les travailleurs non salariés sont concernés, sauf le secteur agricole. Hein. Donc là, vous avez un exemple, hein, par exemple un menuisier qui a un bénéfice industriel et commercial de 24 000 €. Il a 1 000 € de cotisation de complémentaire santé. Il a 800 € de cotisation pour un contrat de prévoyance. Il a un contrat de retraite fiscalité de Madelin de 2 200 €. En réalité, sa base fiscale sera calculée sur ces 2 000 €. Alors, c'est un exemple très synthétique, mais c'est pour expliquer que voilà, ces cotisations sont déductibles du bénéfice industriel et commercial. Très bien, merci beaucoup, Carole pour, toutes ces explications. On arrive, à la À la fin de fin. cette web conférence, donc le timing, est parfait. Peut-être que, je ne sais pas, Carole, si tu as, Oui. quelques minutes supplémentaires, pour, alors je suis vraiment désolée, hein, parce que, vraiment j'ai essayé, mais je n'ai pas réussi, du tout à réactiver le chat. C'est très bizarre, mais donc je n'ai pas pu répondre aux questions. En tout cas, j'espère que ce webinaire aura répondu à la majorité de vos questions. Peut-être on peut en reprendre quelques-unes si besoin, s'il y en a qui reviennent peut-être fréquemment ou Alors auxquelles vous n'avez pas ça répondu. passe un peu vite là. J'ai vu quelque chose. Alors, dans le cas de CDD réguliers, est-ce légal que l'employeur ne prenne pas en charge la mutuelle? Non. Alors, il faut, dans le cadre du contrat obligatoire, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, depuis 2016, tous les employeurs doivent proposer des contrats pour l'ensemble des salariés, quelle que soit la nature du contrat de travail. Ce n'est pas à l'employeur d'exclure une catégorie de salariés par rapport à une autre. Par contre, l'URSSAF permet au CDD, mais c'est le salarié en CDD, s'il le désire, de refuser d'adhérer au régime. Parce qu'autrement, il pourrait passer son temps à s'inscrire dans une mutuelle d'entreprise, se radier d'une mutuelle d'entreprise, 2 mois après s'inscrire dans une autre mutuelle d'entreprise, etc. L'URSSAF dit en réalité, ce n'est pas à l'employeur d'exclure le salarié en CDD de son régime, c'est le salarié en CDD qui va choisir ou non de ne pas adhérer au régime. Et s'il refuse, il fait un courrier comme quoi il a été informé qu'il y avait un régime en place et que c'est lui qui a fait le choix de ne pas adhérer à ce régime. De telle sorte que s'il y a un contrôle URSSAF, l'employeur a respecté ses obligations. Alors, il y avait plein d'autres questions, mais bon... Alors, j'ai vu... Alors, je suis actuellement en CDI, en entreprise. Je vais démissionner pour créer mon entreprise. Est-ce que ma mutuelle actuelle va continuer à me couvrir? Non. Quand on démissionne,
on n'est plus du tout couvert. Il y a que en cas de licenciement, y compris rupture conventionnelle, puisque c'est assimilé à un licenciement, où va s'appliquer ce qu'on appelle la portabilité. C'est-à-dire que le salarié qui a été inscrit dans le régime complémentaire santé de son entreprise, qui a été licencié, va pouvoir bénéficier encore d'une couverture qui pourra aller jusqu'à 1 an. Hein. Elle doit coïncider avec son ancienneté. S'il a 6 mois d'ancienneté dans son entreprise, il aura 6 mois de portabilité. S'il a plus d'1 an d'ancienneté dans son entreprise, il aura au maximum 1 an de portabilité. Par contre, en cas de démission, la complémentaire santé s'arrête tout de suite. Il faut chercher une couverture individuelle. Et d'ailleurs, pour la portabilité, est-ce que je peux juste compléter effectivement qu'il faut du coup être inscrit quand même à Pôle emploi et être bénéficiaire de l'allocation de retour à Oui, l'emploi pour oui. pouvoir en bénéficier, voilà. Parce que sinon, c'est vrai que des fois on se dit j'y ai droit, mais si on n'est pas inscrit à Pôle emploi avec les allocations de retour, on ne peut pas bénéficier de la portabilité. Non, l'inscription n'est pas suffisante. En effet, il faut être indemnisé par Pôle emploi. Voilà. Parfait. Eh bien, merci à toutes et à tous de votre participation active sur cette webconférence. On espère que ça vous aura apporté beaucoup d'informations sur la protection donc des entrepreneurs et dans le domaine de la santé. Sachez donc que malheureusement, on ne pourra pas l'envoyer par mail, le support, mais vous pourrez visionner en replay cette webconférence. Si j'ai un dernier conseil à vous donner, c'est quelle que soit votre situation, tournez-vous vers un organisme complémentaire santé pour vous accompagner sur vos situations, soit lors de la création d'une activité de TNS. C'est les personnes qui seront le plus à même de vous accompagner dans votre choix de couverture. N'hésitez pas à les solliciter. Merci et je vous quitte. Merci à toutes et tous. Au revoir. Au revoir à tous.